Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui, nous traiterons de la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, et plus précisément de l'accord signé le 22 octobre entre employeurs publics et représentations syndicales, qui change la donne donc en matière d'obligations de prévention et de responsabilité pour les employeurs publics. Pour ce faire, nous accueillons Nicolas Renner, qui est consultant expert en santé et sécurité au travail dans le secteur public, animateur des formations VK sur la santé et la sécurité au travail, et coordinateur du fonds documentaire Santé et sécurité au travail en collectivité territoriale. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, je vais donner quelques précisions à nos participants sur le déroulement de la webconférence. Sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconférence via l'interface GoToWebinar, donc qui doit se situer à la droite de votre écran. Vous avez un petit onglet questions normalement. Je recueillerai les questions tout au long de la conférence. Je les transmettrai à l'oral à Monsieur Renner qui répondra au fur et à mesure. Sachez aussi, très important, qu'à la fin de de la présentation, on aura une séance de questions-réponses. Donc ne vous déconnectez pas tout de suite. Si vous avez des questions à poser, ce sera l'occasion, si tant est qu'on n'y ait pas répondu plus tôt. Sachez aussi que si des questions vous viennent à l'esprit ensuite dans les jours qui viennent, vous pouvez toujours les poser sur le forum de VK, www.vk.fr/forum/ où donc on a une rubrique RH dans laquelle vous pourrez poser vos questions et Nicolas Renner y répondra plus tard. Vous serez également mis à contribution au cours de cette conférence puisqu'on a des sondages qui ponctueront celle-ci. Et enfin, sachez que l'ensemble de la conférence est enregistrée. Vous pourrez donc la retrouver en ligne dans les jours qui viennent. De toute façon, on vous enverra le lien à tous les participants dès que ça sera fini. Nicolas, avant de commencer la présentation, je vous propose qu'on lance un premier sondage, histoire de contextualiser un petit peu. Alors voilà, je lance. Alors, le sondage, donc je vous lis, hein, votre structure a-t-elle déjà mis en place des démarches en termes de prévention des RPS? Oui ou non? Donc c'est voilà, une question assez simple pour commencer, on va dire, histoire de cadrer un petit peu le débat. Et je vous laisse quelques secondes encore, et puis ensuite j'afficherai les résultats. Là, pour l'instant, vous êtes 72% à avoir voté. Ok, donc je ferme le sondage et j'affiche les résultats. Donc, dans 54% des cas, vous n'avez pas encore votre structure n'a pas encore mis en place de démarche de prévention des RPS. Et dans 46% des cas, une démarche a déjà été mise en place. Nicolas, vous avez une pensée inspirée par ces résultats? Bon, bah déjà bien, bonjour à tous. C'est déjà, il y a déjà donc 46% a priori des personnes qui sont présentes qui ont entamé une, euh, une démarche, ce qui est une bonne chose. Vous allez voir donc dans cet accord, on parle de démarche de prévention. Donc en fait, je dirais pour ces personnes-là, il va falloir essayer de faire cadrer votre démarche avec donc les obligations qui sont liées à cet accord. Et puis pour les autres, vous allez voir un petit peu ce qui est attendu hein, en termes de démarche de prévention des risques psychosociaux à travers cet accord. Alors donc pour débuter donc cette présentation, je vais vous présenter un petit peu le sommaire de l'intervention. Nous verrons 3 points. Le premier, donc, on va voir un petit peu le contexte de signature de l'accord, hein, le contexte, le constat des risques psychosociaux dans la fonction publique en premier lieu. Nous parlerons un petit peu de l'accord santé-sécurité au travail dans la fonction publique qui date de 2009, qui est à l'origine de cet accord qui vous est présenté aujourd'hui. Et nous verrons donc en troisième point les finalités, les objectifs de l'accord sur les risques psychosociaux, voilà, les principaux objectifs de cet accord. En deuxième point, donc, nous verrons les obligations nouvelles, plus ou moins nouvelles, on va dire, hein, contextualisées dans tous les cas, pour les employeurs publics. Hein, qui sont donc qui sont engagés via cet accord. Donc 3 points également. Nous verrons la définition des risques psychosociaux dans cet accord. Nous verrons les 5 axes développés dans l'accord et les 8 mesures. Et nous verrons ainsi donc comment maîtriser ces obligations, hein, comment
vous allez pouvoir mettre en place ces obligations-là dans vos établissements. Le troisième point, on abordera succinctement, bien entendu, parce qu'on n'aura pas le temps de voir ça en détail. Nous verrons un petit peu comment mettre en œuvre l'accord dans votre établissement, quels moyens vous allez disposer pour mettre cet accord. Nous verrons également les mesures qui ont été mises en annexe de cet accord, et nous verrons donc le calendrier de mise en œuvre. Vous verrez que les choses vont devoir se faire assez rapidement. Et en dernier point, donc, nous évoquerons les premières étapes des plans d'action pour évaluer et prévenir les risques psychosociaux. Alors, le constat dans la fonction publique, malheureusement, on dispose d'assez peu de chiffres, puisque on a très peu de statistiques en termes de santé et sécurité au travail dans la fonction publique. L'accord de 2009 avait donc demandé que soit élargie l'enquête Summer à la fonction publique, et donc on a eu les premiers résultats suite à une étude de 2010. Et pour la première fois, on a donc quelques données sur les risques psychosociaux, notamment dans la fonction publique. Et vous voyez donc que plus de 20% des agents déclarent ne pas avoir de collègues en nombre suffisant pour effectuer correctement leur travail. Et plus de 27% ont déjà été victimes d'une agression verbale au cours des 12 derniers mois de leur activité de la part du public, d'un usager. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont identifiés. Après, je pense que chacun d'entre vous, dans votre collectivité, vous avez été, on va dire, confronté à ces problématiques-là. Vous avez pu plus ou moins situer un petit peu le degré de risque psychosocial que l'on peut rencontrer suite à des changements, à des réorganisations, à toutes ces choses-là. Voilà. Après, il est vrai qu'on manque un petit peu donc de chiffres, mais on a de toute façon une première étude qui montre qu'on a quand même des taux assez importants de personnes qui se retrouvent en souffrance au travail grâce à cette étude. Alors donc, je voulais donc vous présenter un petit peu l'accord donc santé sécurité au travail qui daté de 2009, qui avait été mis en place et qui s'est concrétisé par de nombreuses actions et mises à jour, donc notamment le décret 85-603, fonction publique territoriale et fonction publique d'État qui concerne la santé et la sécurité au travail. Cet accord avait développé plusieurs axes, 3 grands axes, dont le deuxième axe, définition des objectifs et outils de prévention des risques professionnels, dans lequel on retrouve l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux. Il y avait donc plusieurs objectifs fixés dans cet accord: l'achèvement de la mise en place généralisée du document unique, l'évaluation donc prévention des risques psychosociaux, l'évaluation et la prévention des TMS, qui sont un petit peu liés donc aux risques psychosociaux, et donc le suivi médical des CMR, l'extension de l'enquête Summer qui s'est donc réalisée, et l'amélioration de la formation des agents. Et donc c'est dans ce cadre d'objectifs d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux que cet accord donc a été signé le 22 octobre dernier. Ils se sont appuyés également sur l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, qui avait été donc signé notamment suite aux événements qui avaient eu lieu, qui ont un peu secoué donc, le monde du travail chez France Télécom. Et donc cet accord avait plusieurs objectifs: donc augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail, d'attirer l'attention sur les signes susceptibles d'indiquer ces problèmes de stress au travail, et ça le plus précocement possible, et donc de fournir aux employeurs et aux travailleurs, dans le cadre du travail, un cadre qui permette de détecter, de prévenir et d'éviter de faire face aux problèmes de stress au travail. Alors cet accord, il est bien sur le stress au travail et non les risques psychosociaux en général. Vous allez voir qu'on est un petit peu plus large, il n'y a pas que le stress qui est concerné. Mais donc on s'est appuyé, les syndicats se sont appuyés sur cet accord pour élaborer l'accord qui nous est présenté aujourd'hui. Alors quelles sont les finalités, les objectifs de l'accord? Elles sont précisées donc au début de du document. De plusieurs objectifs, plusieurs finalités. Donc la première, c'est donner une impulsion en matière de prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. Il s'avère que donc on a la chance d'avoir 46% aujourd'hui des collectivités qui ont engagé qui ont engagé une démarche de prévention. Ce n'est pas le cas malheureusement partout, au même titre que les risques professionnels d'ailleurs en général. Donc là, il y a une véritable volonté d'impulser, d'accélérer la prise en compte de ces problématiques-là
qui sont déjà une obligation. L'employeur, toutes les collectivités, les établissements publics ont cette obligation d'assurer la santé physique et mentale et la sécurité de tous ces agents. Donc c'est déjà une obligation, mais cet accord va renforcer et donner des outils pour remplir, répondre à cette obligation. Ce qu'il faut voir également, c'est que cet accord est une première étape d'une réflexion plus large sur l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Et il sera suivi d'autres négociations qui sont actuellement en cours, notamment sur la pénibilité, qui aboutiront normalement à d'autres accords. Donc c'est en fait, il faut voir ça aussi également comme une première étape d'une démarche plus générale sur l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Dans cet accord, donc les employeurs publics qui ont signé cet accord s'engagent donc sur plusieurs pistes. Donc déjà, la première, à mener des politiques contribuant à supprimer ou à défaut réduire les tensions au travail et les exigences émotionnelles qui pèsent sur les agents. À redonner plus d'autonomie et de marge de manœuvre aux agents et notamment aux cadres. Vous verrez que les cadres sont cités plusieurs fois dans cet accord et vont faire l'objet d'une attention particulière. Également, donc, les employeurs publics s'engagent à favoriser donc les dialogues et les échanges sur le travail, notamment en donnant aux comités techniques et aux comités d'hygiène et sécurité des conditions de travail les moyens de leur action. Et là également, vous verrez que donc dans cet accord liés à cet accord, il y a du renforcement, notamment pour le CHSCT. Le CHSCT va être au cœur de la démarche de prévention des risques psychosociaux. Et dernier point, donc, veiller au respect des règles professionnelles et déontologiques de tous les agents dans le cadre des valeurs portées par la fonction publique, que vous connaissez tous. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc la prévention des risques psychosociaux doit être intégrée comme une démarche, doit être envisagée comme une démarche intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme toute démarche de prévention, quelque part, il faut que cette démarche soit intégrée au fonctionnement de votre établissement. C'est d'autant plus vrai pour les risques psychosociaux qu'il est difficile de ne pas... on va toucher donc à des thématiques, organisation du travail, émission, toutes ces choses-là. On ne peut pas séparer ça donc du fonctionnement de la collectivité, du fonctionnement de l'établissement. Donc il va falloir, pour que ce soit une démarche efficace, l'envisager comme une démarche de prévention intégrée. Elle va s'appuyer sur un diagnostic des risques psychosociaux qui sera présenté au CHSCT et qui conduira donc à la définition d'actions de prévention qui dépasseront le thème de la santé et de la sécurité au travail et des conditions de travail, puisqu'on verra les risques psychosociaux vont toucher, comme je vous disais, l'organisation du travail notamment, vont toucher de nombreux éléments qui ne seront pas uniquement liés à la santé et à la sécurité au sens propre du terme. Comme je vous disais, donc la prévention des risques psychosociaux, ça va s'inscrire dans une réflexion plus globale sur la qualité de vie au travail. C'est un des objectifs, je vous ai dit, c'est une des finalités de l'accord, c'est une première étape dans l'ensemble qualité de vie au travail. Alors dans cet accord, donc on va passer au contenu de l'accord. L'accord définit, donne une définition des risques psychosociaux. Alors vous avez plusieurs définitions des risques psychosociaux. Vous avez la définition du Bureau international du travail, vous avez la définition du ministère du Travail. Voilà, donc ne change pas énormément les unes par rapport aux autres. Celle qui est retenue, donc c'est la définition donnée par Golac et Baudier, sur lesquels en fait l'accord a basé tous ces éléments, une étude qui a été donc menée en 2011. Les risques psychosociaux, ce sont des risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc on voit bien dans cette notion, donc déjà les risques psychosociaux ont des conséquences pour la santé, que ce soit la santé mentale mais également physique. Elles peuvent avoir des conséquences sociales pour directement un individu mais également pour une organisation du travail. Et on parle bien ici, dans les risques psychosociaux, on parle bien des éléments du travail, les facteurs organisationnels, relationnels, les conditions d'emploi. Il faut bien, on reste sur une définition professionnelle du risque. Pour mieux définir en fait les risques psychosociaux, on a défini en fait 6 dimensions du risque à caractère psychosocial, 6 facteurs de risque en fait, qui sont décrits ici. Donc il y en a un certain nombre, vous voyez, donc les exigences et l'intensité du travail,
est un facteur de risque psychosocial. Les exigences émotionnelles, vous pouvez avoir des postes qui nécessitent voilà, une implication émotionnelle ou justement éviter d'en avoir trop de par les sujets traités. Je pense notamment par exemple à tout ce qui est quand vous gérez l'enfance maltraitée ou des problématiques sociétales un peu complexes. Ça peut effectivement avoir des exigences émotionnelles assez fortes. Vous avez également donc dans ces facteurs de risque le manque d'autonomie ou de marge de manœuvre, la mauvaise qualité des rapports sociaux et des relations du travail, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Donc ce sont sur ces facteurs de risque, sur ces 6 dimensions en fait que l'on va travailler pour identifier derrière les risques psychosociaux dans votre établissement. C'est vraiment la base du travail sur lequel vous allez pouvoir vous mettre. L'effet des risques psychosociaux, donc de ces facteurs de risque, qu'est-ce qu'ils vont entraîner? Ils vont avoir des effets différents. Vous pouvez avoir donc le stress chronique, qui est donc, on va dire, l'élément le plus connu, mais il n'y a pas que ça. Vous avez donc comme conséquence possible les violences internes, notamment le harcèlement, les violences externes, les usagers, qui peuvent devenir violents, que ce soit physiquement ou oralement, la souffrance éthique, qui va être beaucoup lié donc au sentiment, voilà, au sens du travail que l'on va donner, voilà, le partage des valeurs, la charge émotionnelle et la dissonance émotionnelle. Voilà, ce sont donc les différents effets des risques psychosociaux. Les conséquences, elles sont nombreuses, elles peuvent être nombreuses, on les répartit dans 4 catégories. Ces catégories, donc les conséquences psychologiques, donc tout ce qui va être lié à des états d'anxiété, des dépressions, de démotivation, jusqu'au burn-out, qui est vraiment l'étape ultime, qui mène des fois même parfois au suicide. Vous avez également donc des réponses, des conséquences comportementales. Ces risques psychosociaux peuvent entraîner des addictions, que ce soit des addictions à l'alcool, au tabac, aux drogues, des violences internes ou externes, comme on l'a dit, des conflits, des négligences, des erreurs, une démotivation. Vous pouvez avoir des conséquences physiologiques, ça a été prouvé, tout le stress au travail notamment peut entraîner, peut avoir des conséquences sur votre corps, des migraines, ulcères, des maladies cardiovasculaires. Il faut savoir également que donc, les RPS, le stress est un facteur aggravant d'apparition des troubles musculo-squelettiques. Et vous avez donc le dernier élément de conséquence, c'est des conséquences sociales, donc là pour l'individu et pour la collectivité en général et pour votre établissement. Ça peut générer donc des accidents, des malfaçons, un absentéisme élevé, des grèves, une baisse de qualité du service, un turnover très important, une dégradation du climat social, qui ont un impact sur le fonctionnement de votre établissement. Alors concrètement dans l'accord, comme je vous disais, après les définitions, sont donnés donc les axes. Il y a 4 grands axes qui sont définis dans cet accord, qui vont être portés par 8 mesures. Le premier axe, c'est vraiment celui qui, on va dire, le plus important, c'est donc, premier axe, la mise en œuvre des plans de prévention des risques psychosociaux. La première mesure, donc chaque employeur public va devoir mettre donc un plan d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux en œuvre dans son établissement. Le deuxième axe, en fait, parle du rôle de la formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique. Donc ce Conseil commun qui existe ensuite un décret de 2012 dispose de plusieurs formations, dont une traite la santé et sécurité au travail. Et cette formation est donc amenée à gérer, à coordonner tout le plan de prévention au niveau national et guider, donner des outils qui va vraiment être, on va dire, l'interlocuteur, le pilote de cette démarche au niveau donc national pour les 3 fonctions publiques. Deuxième axe, l'accord vous présente les dispositifs d'appui à cette démarche de prévention des risques psychosociaux, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour mener à bien cette démarche. Donc là, vous voyez donc 5 mesures. La première donc traite des appuis méthodologiques aux employeurs publics, on va y revenir juste après. Mesure 4, donc la formation en matière de prévention des risques psychosociaux, la formation de l'encadrement, des acteurs de prévention, des agents. La 5e mesure donc parle de la nécessaire implication des personnels. On est sur une démarche qui va nécessiter d'impliquer les agents, parce que la dimension du risque psychosocial ne peut être étudiée
qu'en prenant en compte donc notamment la perception qu'ont les personnels des situations de travail. La sixième mesure, donc conforter le rôle, la place et les moyens de l'encadrement. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'encadrement est porté, on a vu que le management joue un rôle très important dans le fonctionnement d'une collectivité, et les managers doivent avoir les outils et les moyens de mener un management qui prenne en compte les conditions de travail des agents. La septième mesure donc parle de la diffusion de la culture de prévention des risques psychosociaux, que ce soit donc au niveau donc de votre établissement ou d'un point de vue plus général. Le troisième axe va vous présenter donc l'évaluation des plans de prévention des risques psychosociaux qui vont être mis en place au niveau national, comme je vous disais, par le Conseil commun de la fonction publique, donc avec une mesure qui définit les critères d'évaluation des plans et les indicateurs. L'axe 4 va parler de la mise en œuvre des plans d'action, du plan d'action, toujours pareil au niveau national. Et l'axe 5 parle de la mise en place d'une commission de suivi des signataires de l'accord, pour faire vivre, on va dire, tout le contenu de cet accord et le suivi. Donc après, donc comme je vous disais, c'est la première étape d'une démarche plus générale. Donc il va y avoir derrière des éléments qui vont être vus et qui vont être débattus entre les représentants du personnel et les représentants des collectivités et des établissements publics. Alors concrètement, qu'est-ce que cet accord vous crée comme obligation? Mais chaque employeur, donc comme je vous disais, va devoir mettre en œuvre un plan de prévention et d'évaluation des risques psychosociaux. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette obligation, vous l'aviez déjà. C'est une obligation, donc vous avez, comme je vous disais, l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des agents au travail, et via le document unique, l'évaluation des risques professionnels, cette obligation existe déjà. Cet accord vient renforcer cette obligation et mettre des choses concrètes dedans et donner des outils pour le faire. Donc, trois éléments donc, pour mettre en place: réaliser un diagnostic dans un premier temps, qui va être présenté donc au CHSCT ou au comité technique paritaire en attendant les prochains comités techniques et la création des CHSCT pour les collectivités de plus de 50 agents. L'intégration des éléments des risques psychosociaux dans le document unique, puisque c'est aussi une des finalités, c'est d'intégrer les risques psychosociaux au même titre que les autres types de risques professionnels, et qu'ils soient gérés et menés et évalués au fur et à mesure comme tout risque professionnel classique. Ce qui conduit donc à l'intégration des propositions d'amélioration dans le programme annuel de prévention, et dans, je dirais, le bilan annuel, tout simplement intégrer les risques psychosociaux dans le fonctionnement de votre document unique et de votre organisation de prévention qui est déjà en place. Le CHSCT, comme je vous disais, va avoir un rôle central. Il va être associé à toutes les étapes de l'élaboration du plan, notamment, comme je vous disais, au moment donc, du diagnostic. Il va également y avoir, donc, comme je vous parlais dans les mesures, une participation effective des agents, en prenant en compte les situations de travail réelles. Tous ces éléments-là vont être précisés par une circulaire pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, on n'a pas encore de date exacte de sortie de cette circulaire, mais j'espère qu'il sortira dans les 6 prochains mois, compte tenu du calendrier de mise en œuvre qui va vous être présenté. Donc voilà, rien n'empêche de commencer une démarche, puisque de toute façon, je dirais, elle se mène comme toute démarche de prévention. Il existe déjà des outils, des méthodologiques qui vous permettent de mener cette démarche. Et comme je dis, pour ceux qui ont déjà débuté une démarche, vous devriez retrouver, je dirais, la même orientation que ce que vous avez déjà mis en place. Les moyens de mise en œuvre donc qui sont définis par cet accord, vous avez donc des moyens méthodologiques donc, qui sont définis dans l'axe 2, donc notamment il traite des travaux qui ont été réalisés par l'ANACT, par la Haute Autorité de la Santé, par le Fonds National de Prévention, par la CNRACL, par l'INRS. Donc vous avez une multitude d'outils aujourd'hui d'identification, d'évaluation des risques psychosociaux. Vous avez notamment donc l'ED 6139 et l'ED 6140 de l'INRS qui sont nommés dans l'accord et qui sont des outils particulièrement utiles pour faire votre évaluation des risques.
À ce titre, donc, vous aurez bientôt, j'espère, à disposition un guide méthodologique qui a été réalisé, qui n'est pas encore en ligne sur le site fonctionpublique.gouv.fr. Je l'ai cherché un peu partout, je ne l'ai pas trouvé. Mais ce guide donc sera bientôt mis en ligne. Ce guide méthodologique d'aide à l'identification, à l'évaluation et à la prévention des RPS dans la fonction publique, qui a donc été réalisé spécifiquement pour la fonction publique et qui vous guidera dans toutes les étapes de cette démarche. Vous allez donc également disposer de moyens opérationnels, donc notamment via la formation. Donc l'élaboration de référentiels de formation vont également être menés, j'espère, cette année, à destination donc de plusieurs publics, l'encadrement, on a vu qu'il était également au cœur du dispositif, on va dire les acteurs de prévention, les assistants, les conseillers de prévention, la médecine professionnelle, les DRH, à tous les niveaux, vous allez avoir donc des référentiels de formation qui vont permettre d'apporter des compétences, en interne notamment, pour mener à bien vos démarches. Le CHSCT également bénéficiera d'une formation. Il faut savoir que donc l'accord demande à ce que tous les CHSCT bénéficient de 2 jours de formation aux risques psychosociaux d'ici à 2015, dont un au minimum en 2014. Ce qui veut dire qu'il est fort probable que vous ayez à former donc votre CHSCT actuel ou votre CTP, qui fait office de CHSCT, avant donc le renouvellement qui aura lieu normalement plutôt fin d'année. Donc voilà, après on peut se poser la question effectivement de la pertinence si ce n'est pas les mêmes personnes. Ça risque de nécessiter une deuxième formation en 2015 pour les nouveaux membres. Et donc ce CHSCT devra bénéficier d'une formation, d'une sensibilisation aux risques psychosociaux. Toujours dans les moyens opérationnels, comme je vous disais, dans les axes, il y avait le renforcement, conforter le rôle, la place et les moyens d'encadrement. Donc de réalisation, donc rendre systématique la formation initiale et continue en matière de prévention des RPS. Donc ça va se faire dans les cursus de formation des cadres de la fonction publique. Ça va être intégré dans les cursus. Et puis en interne, vous pouvez avoir aussi vous-même mettre en place des parcours de formation continue et initiale sur les risques psychosociaux pour l'encadrement. Également, un point qui est soulevé donc par l'accord, il vous propose, donc demande d'intégrer la qualité de vie au travail dans les objectifs de l'encadrement, que ce soit un des objectifs qui leur sont donnés, d'améliorer les situations de travail, de prendre en compte ces situations de travail, sont donc clairement identifiés dans les objectifs annuels qui sont précisés à chacun. Pour les moyens opérationnels, vous avez également, sont en train donc d'être établis, la médecine professionnelle et les centres de gestion, qui sont également nommés dans l'accord, mettront à disposition, alors pas précisé exactement comment, mais ils fourniront donc un apport, une aide, un soutien pour les collectivités qui entreront dans ces démarches, donc via les services de santé et sécurité au travail lorsqu'il y en a un, et via donc le service sécurité des centres de gestion, également lorsqu'ils sont pourvus de ce service. En annexe donc de cet accord, 2 éléments ont été rajoutés qui vont nécessiter donc une transcription réglementaire, donc elles ne sont pas encore applicables, mais elles le seront. Donc notamment le renforcement du CHSCT, donc par exemple par l'application du dispositif ASA pour la fonction publique territoriale pour les réunions de l'instance, que ce soit défini sur ce temps-là. Et donc un temps spécifique, ça c'est nouveau, ça existe dans le secteur privé, ça va être nouveau dans la fonction publique et c'était demandé depuis longtemps, un temps spécifique pour l'exercice des missions du CHSCT. À partir donc du moment où ce sera transcrit par un décret notamment, chaque membre donc titulaire et suppléant des CHSCT disposeront de journées pour travailler les dossiers CHSCT, pour réaliser les études, les visites de site, de faire les missions, de mener les missions du CHSCT, donc de 2 jours à 12 jours en fonction donc de l'effectif. Donc voilà, par exemple, une collectivité de 500-600 agents, chaque membre titulaire et suppléant disposeront de 5 jours par an pour assurer les missions de CHSCT. Cette durée sera plus longue pour le secrétaire du CHSCT, elle est un peu plus longue, et vous aurez la possibilité d'augmenter cette durée si ça s'avère nécessaire pour que chacun de ces membres assure ses missions de CHSCT.
La deuxième mesure, indiquée en annexe donc, de cet accord, c'est le renforcement de la médecine professionnelle. Je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes confrontés à cette problématique. Aujourd'hui, il y reste 5000, un peu plus de 5000 médecins du travail, médecins de médecine professionnelle en France. Les 2/3 vont partir à la retraite dans les 5 ans. Il y a une grosse pénurie donc de médecins du travail. Et donc plusieurs axes vont nécessiter, comme je vous disais, une transcription réglementaire. Mais il y a une volonté donc de renforcer le vivier de médecins, donc en mettant en place des passerelles, comme ça a été le cas il y a quelques années, en mettant en place des passerelles entre médecine générale et médecine du travail, puisqu'il faut savoir que médecine du travail c'est une spécialité qui est malheureusement peu prise, et qu'une fois que vous avez pris une voie de spécialiste, pour en reprendre une autre, c'est un peu complexe. Donc il y a cette volonté de mettre en place des passerelles. Également donc de renforcer l'attractivité de la fonction, notamment la fonction publique, en termes de rémunération, puisque les grilles, le statut limite cette rémunération, ce qui n'est pas le cas dans le secteur privé. Et aujourd'hui, c'est un frein dans de nombreuses collectivités et d'établissements publics au recrutement de médecins de prévention. Et également une clarification de son positionnement. Le troisième renforcement, le renforcement du rôle du médecin, notamment vis-à-vis des conditions de travail, donc des missions renforcées, qui seront donc décrites un peu plus tard. Merci Nicolas. Je crois que Gabriel avait une petite question. Oui, je vais transmettre donc le deuxième sondage, à savoir. Alors, la prévention des RPS constitue-t-elle un enjeu prioritaire pour 2014 dans votre structure? Voilà, je vous laisse le temps de répondre. Nicolas, pendant que les gens répondent au sondage, j'ai une question de lui qui voudrait savoir, mais je pense que vous avez déjà au moins en partie répondu à la question dans votre présentation, qui voudrait savoir si la formation pour les CHSCT s'ajoute aux obligations de 5 jours déjà en place. Alors, je dirais celles qui sont, pour les 2 jours là, qui sont en plus, oui, s'ils ont déjà été formés. Ce n'est pas clairement défini dans l'accord. Ces 2 jours, pareil, sur la formation, il va y avoir une refonte de la formation des CHSCT. Les 5 jours seront pris sur un autre contingent. Je me souviens plus très bien exactement sur lequel. Mais normalement, il y a les 5 jours obligatoires qui sont définis. Voilà, il y a un programme qui est spécifique. Et je vous dirais aujourd'hui, les 2 jours que vous avez à faire en plus pour 2014 et 2015, c'est en plus des 5 jours. Ok, merci beaucoup. J'ai aussi une question de Séverine qui voudrait savoir si selon vous, les risques psychosociaux peuvent entraîner un accident de service, puisqu'elle a pu constater... alors, attendez, je vous lis la question. Bonjour, pensez-vous que les risques psychosociaux peuvent entraîner un accident de service, voire ce que j'ai pu constater dernièrement, une maladie professionnelle? Tout à fait. Les risques psychosociaux peuvent être à l'origine d'accidents, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, quand vous allez avoir des agents qui, du fait de risques psychosociaux, ne sont pas bien au travail, démotivés, qui vont pas forcément faire attention, etc., c'est un facteur d'aggravation, de survenue d'accidents. Et puis, vous pouvez avoir des accidents liés totalement aux risques psychosociaux, comme je vous disais, notamment les troubles musculo-squelettiques. Les risques psychosociaux, le stress au travail va rentrer en ligne de compte dans c'est un facteur aggravant d'apparition de TMS. Et puis aujourd'hui, vous avez des maladies, on va dire des accidents et des maladies qui sont directement des risques psychosociaux qui sont reconnus, alors beaucoup moins les maladies. Vous avez par exemple, là dans le secteur privé, vous avez quelques accidents, quelques événements qui ont été reconnus en accident de travail. Notamment, il y a eu une personne qui, suite à un entretien avec son directeur, qui s'est a priori très très mal passé, alors, les raisons exactes, je ne pourrais pas vous les donner, mais qui a donc déclaré en accident de service un choc psychologique suite à cet entretien et qui a été reconnu en tant qu'accident de travail. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais afficher les résultats du sondage qui sont assez éloquents.
Donc vous êtes 85% des auditeurs à avoir voté, 73% des votants donc considèrent que la prévention des RPS est un enjeu prioritaire pour l'année à venir. Bon bah voilà, ça parle en soi. Alors effectivement, d'autant que ça va effectivement l'être, hein, puisque un calendrier a été défini, hein, pour mettre en œuvre votre plan d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Hein. Chaque employeur public va devoir donc initier son plan d'évaluation et de prévention des RPS en 2014 pour qu'il soit achevé en 2015. Alors je vois tout à fait les questions arriver. 2014, je parle notamment pour les collectivités, les mairies comme les agglos, communautés de communes et métropoles. Il va y avoir effectivement la question des élections qui arrivent finalement assez vite. Voilà, bon, je pense qu'il va falloir attendre les élections avant de mettre en place, hein, ces plans d'évaluation et de prévention. Mais rien ne vous empêche de commencer à travailler dessus avant cette mise en place, à savoir que voilà, ils doivent être achevés en 2015. Il n'y a pas de date plus précise à l'heure actuelle sur c'est début 2015, fin 2015, on va dire fin 2015. Hein, voilà, donc vous devez initier, hein, votre plan de prévention en 2014. Et ce qui est important de voir aussi, c'est qu'il va devoir être pérennisé et actualisé au même titre que le document unique d'évaluation des risques. Hein, puisque finalement, en fait, ça va accompagner votre document unique d'évaluation des risques ou même être intégré à ce document. Ces plans de prévention, hein, comme je vous disais, les plans de prévention que vous allez qui vont aboutir, hein, qui vont être définis suite à votre identification des risques, vont être actualisés, hein, et ils devront être actualisés par la suite, hein, par des plans d'amélioration des conditions de travail, hein, et de qualité de vie au travail, comme je vous disais. Hein, c'est la première étape d'un point de vue plus général et plus global sur la pénibilité au travail, sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Merci beaucoup Nicolas. J'ai encore quelques questions, Allez-y. je vous les pose et puis on en gardera peut-être pour la fin. Alors comment faites-vous, c'est Stéphane qui voudrait savoir, comment faites-vous le lien entre une addiction liée au travail et une addiction hors conditions de travail? Oh là, alors, Je vous la est-ce qu'il pourrait retransmets? reposer? Oui. Ouais, parce que comment on fait le lien entre une addiction au travail et une addiction hors travail? Je Ouais. comprends pas bien Plutôt peut-être l'addition en fait. la distinction entre les deux, je sais pas. Alors là, ouais, la distinction entre une addiction au travail et une addiction hors travail. Alors là, après, on rentre on va dire dans une thématique un petit peu différente. Hein, l'addiction, les addictions au travail, hein, notamment alcool, drogue, etc. Cette thématique-là, on ne va pas forcément pouvoir l'aborder en long, en large et en travers ici. On va dire que là, il faut bien traiter l'addiction comme une conséquence, hein, des risques psychosociaux, qui va entraîner peut-être enfin, ça va entraîner des effets pour d'autres personnes, pour l'agent, etc. Mais c'est bien une conséquence, hein, des risques psychosociaux. Euh, et comment dire, cette addiction peut être personnelle, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que ça peut être l'alcool, les drogues, etc. Ça peut être plus ou moins lié au travail, hein, ça peut être une des conséquences. Donc là, dans le cadre des risques psychosociaux, il faut bien traiter l'addiction comme une conséquence. Après, vous pouvez tout à fait mettre en place des dispositifs pour lutter, prévenir, hein, ces situations de travail, ces situations d'addiction, accompagner les agents, mais je dirais que c'est une autre démarche, hein, c'est une démarche de prévention des addictions. Hein, mais voilà, dans notre cadre-là, risque psychosocial, il faut bien voir que c'est une conséquence. Ok, Je ne sais pas merci si j'ai beaucoup. répondu à la question. Euh, oui, j'imagine. J'ai encore d'autres questions, mais on va les garder pour la session de questions-réponses à la fin. Donc Oui, surtout, je pense notamment à Montaigne, Virginie, Vincent, Jenny et Patrick. Surtout, restez bien à la fin et on répondra à vos questions à la fin si on l'a pas fait d'ici là. Je vous laisse reprendre du coup votre présentation sur le calendrier. merci. Alors donc, comme je vous disais, pour initier votre démarche, hein, vous allez avoir donc plusieurs étapes. Donc je vais vraiment vous parler que du tout début, la première étape. Hein, donc une démarche de prévention des risques psychosociaux va passer donc par plusieurs étapes. Le prédiagnostic, hein, qui va vous permettre un peu de situer le risque psychosocial dans votre établissement. La constitution d'un groupe projet pour mener à bien votre démarche. Une analyse plus approfondie. Une restitution des résultats, l'élaboration des plans d'action et la mise en œuvre, bien entendu, des plans d'action qui ont été définis. Hein, je pense que pour tous ceux qui ont l'habitude des démarches de prévention, vous êtes assez, je veux dire, vous connaissez ce genre de démarche.
Alors, par rapport, vous aviez peut-être une petite question justement à poser par rapport à ça? Non, il n'y avait pas un sondage de prévu? Ah oui, oui, j'envoie ça tout de suite. Oui, Alors, excusez-moi. j'avais j'avais oublié de relancer mon micro, il n'y a pas de souci. Donc, de troisième et dernier sondage, quels sont les principaux freins, selon vous, dans votre structure à la prévention des RPS et à la réduction des troubles psychosociaux? À savoir un manque de moyens à votre, enfin, dans votre structure en temps, en finance ou tout simplement en personnel, ou un manque de volonté de votre hiérarchie, hein, si les cadres territoriaux ou la fonction publique en général d'ailleurs, ainsi que les élus sont peu touchés par, ou peu intéressés par ce problème. Un contexte interne difficile si les relations de travail sont particulièrement anxiogènes, ou si c'est les réformes nationales qui appliquées à votre structure, euh, les réorganisations, etc., qui créent un contexte particulièrement anxiogène. Voilà, donc je vous laisse répondre, et pendant que vous répondez, je vais donc transmettre les questions qui étaient en attente à Monsieur Renner. Alors, 2 petites secondes. Hop. Alors, Montaigne donc voudrait savoir, s'il vous plaît Nicolas, si la mise en place Oui. d'un entretien infirmier pour pallier la pénurie de médecins est possible. Alors, oui et non. C'est-à-dire que vous avez, on a comme obligation, encore et toujours, d'une visite médicale définie, hein, il faut que ce soit un médecin qui voit, donc selon une fréquence qui est définie par lui-même, donc soit une surveillance médicale simple, donc dans ce cas-là c'est une visite tous les 2 ans, soit une surveillance médicale renforcée, et dans ce cas-là c'est la fréquence est définie par le médecin lui-même, en fonction du type de poste. Ça peut être tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Voilà, c'est le médecin qui va définir à quelle fréquence il va le voir en surveillance médicale renforcée. L'entretien infirmier, aujourd'hui, en tout cas dans la fonction publique, hein, et dans les décrets 85, 603 et 82, je sais plus combien pour la fonction publique d'État, ne parle pas du tout des entretiens infirmiers. Alors peut-être qu'on y arrivera, mais on va dire que ça va venir en complément. Éventuellement, ça peut être mis en place, c'est-à-dire que par exemple, justement pour une surveillance médicale renforcée, le médecin peut éventuellement dire, bon ben voilà, je vois les agents tous les 2 ans, et tous les ans, il y aura un entretien avec une infirmière, mais elle ne peut pas se substituer à la visite médicale du médecin du travail, médecin de prévention. Ok, merci beaucoup. Virginie voudrait savoir si une circulaire sera diffusée pour la fonction publique d'État. Alors à ma connaissance, non. Il va y avoir des instructions ministérielles qui vont être données pour la fonction publique d'État, donc ce ne sera pas forcément par circulaire. Ok. Vincent voudrait savoir, est-ce que les méthodologies INRS, ED 6140, seront celles reprises dans le guide méthodologique qui sera publié sur fonctionpublique.gouv, et peut-on Alors, valablement commencer à travailler sur cette base? N'ayant pas eu accès donc à ce guide méthodologique, je ne peux pas vous dire, mais je ne me fais pas trop de soucis. Oui, on peut les utiliser, hein, puisque je vous dis déjà dans l'accord sont évoqués, hein, ces outils-là, donc ils vous disent que vous pouvez vous appuyer sur les outils méthodologiques donc de l'INRS. Et je dirais de toute façon, hein, toute démarche de ce type-là, il n'y a aucun problème pour. Elles sont toutes menées, hein, plus ou moins, voilà, à quelques détails près, de la même façon. Donc oui, vous pouvez sans aucun problème commencer le travail avec les outils de l'INRS. Ok, merci beaucoup. Alors je partage les sondages, hein. Vous êtes 83% des auditeurs à avoir voté. Et donc on voit les principaux freins à la prévention ou à la réduction des problèmes psychosociaux. Manque de volonté de la hiérarchie dans 60% des cas. Et puis après, le contexte interne ou général et les manques de moyens qui suivent. C'est un peu dommage, quand même. Un peu triste finalement ce constat de voir la hiérarchie apparemment est un Comment frein. dire? Je crois que enfin, on y est confronté régulièrement. De toute façon, en général, les moyens viennent une fois que la motivation y est, hein. Donc, effectivement, le premier résultat ne m'étonne pas, hein. On tombe très régulièrement, hein, dans ce type de problématique, cette manque de volonté. Alors, je dirais, quelle est la meilleure façon de pallier à ça? Eh ben, il va falloir
hein, notamment formés. Alors je vais en parler un petit peu après. Je rebondis donc sur l'initiation de la démarche, hein, le prédiagnostic. Vous allez donc devoir mener votre prédiagnostic. Alors comment faire ce prédiagnostic? On va en fait collecter, rassembler des données, hein, toutes les données que vous pouvez avoir comme indicateurs susceptibles donc de donner des informations sur les risques psychosociaux. Donc deux types d'indicateurs, les indicateurs liés au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement, hein, l'absentéisme, le turnover, les retards, les conflits, les tâches entrecoupées, les plaintes d'usagers. Attention par contre aux indicateurs. Un indicateur ne t'indique pas forcément le risque psychosocial. L'absentéisme par exemple, hein, est un indicateur, oui, mais il faut le manipuler avec précaution, il peut indiquer d'autres choses. Hein, c'est pas forcément lié uniquement aux risques psychosociaux. Donc ce sont des indicateurs qui sont intéressants, mais à manipuler, je dirais, avec précaution et en sachant le manipuler. Deuxième type d'indicateurs, ce sont les indicateurs liés à la santé et la sécurité des agents, bien entendu. Hein, donc les statistiques d'accidents de travail, de service, maladies professionnelles, les statistiques et les types de troubles musculo-squelettiques, hein, c'est ce type de maladies qui sont liées aux risques psychosociaux. Les violences verbales, physiques, hein, le nombre de consultations du médecin hors cadre, je dirais, de visite classique. Hein, vous pouvez avoir des agents qui vont régulièrement demander à voir le médecin. Hein, les registres santé-sécurité au travail. Tous ces éléments-là peuvent vous apporter également les remontées des usagers, les remontées des agents, les remontées du CHSCT, hein, tous ces éléments vont vous donner des indications déjà sur, je dirais, le contexte et on va dire l'état de votre établissement par rapport à cette problématique. Dans un deuxième temps, cette collecte pourra être complétée, hein, par des questionnaires et des entretiens, hein, afin de produire donc une hypothèse plus concrète sur les situations exposées et la nature des risques psychosociaux auxquels vous êtes exposés. Et ça se fait je dirais, dans un deuxième temps. Alors, pour mettre en place votre démarche de prévention, comme je dirais, comme toute démarche de prévention, il n'y a pas de miracle. Hein. Vous parliez, le premier frein à la mise en place de tout ça, c'est l'engagement, c'est la volonté de l'encadrement, la volonté, voilà, donc ça c'est un problème qu'on connaît bien, hein, en tant que préventeur. Donc, il n'y a pas de miracle. Pour mener à bien ce type de démarche, vous devez vous assurer effectivement de l'engagement au plus haut niveau, hein, parce que et je crois que dans les risques psychosociaux encore plus, engager une démarche en soulevant, je dirais, les problématiques, en soulevant les lièvres, en parlant des risques psychosociaux et que derrière, il ne se passe rien en termes de prévention, c'est un facteur de risque psychosocial. Vous risquez d'aggraver la situation plus qu'autre chose. Donc voilà, s'il y a bien une chose à s'assurer, c'est donc d'arriver à s'engager au plus haut niveau. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir mettre en œuvre des moyens, hein, et notamment donc des compétences, sensibiliser l'encadrement, sensibiliser la formation, communiquer sur ce projet, démystifier, hein, les risques psychosociaux. Souvent c'est quelque chose, voilà, c'est un peu comme les problèmes d'alcool et toutes ces choses-là, hein, c'est un peu tabou. Comme on ne sait pas exactement de quoi on parle, on mélange un petit peu risques psychosociaux et puis il y a un mélange, hein, entre le personnel, le professionnel. C'est toujours un petit peu, les deux éléments sont souvent liés. Donc il faut bien former, sensibiliser, expliquer de quoi on parle exactement, les risques psychosociaux, quelles sont les conséquences, quels sont les éléments importants de ces risques psychosociaux. On parle bien de l'organisation du travail, on parle bien de toutes ces choses-là, hein, qui sont liées au travail. Il faut bien faire le lien entre CRPS et le travail pour démystifier un petit peu tout ça. Voilà. Et puis pour mener votre démarche, il va falloir mettre en place des moyens, hein, humains, organisationnels, et puis des compétences. Hein, c'est un sujet qui est, on va dire, assez nouveau. Il existe maintenant, hein, des formations qui sont très intéressantes, notamment délivrées par l'INRS, une formation notamment initiée à la prévention des risques psychosociaux, qui sont de très bons outils pour débuter, je dirais, pour commencer à être sensibilisé sur ces problématiques. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Sachez juste que donc pour aller plus loin, hein, si vous le souhaitez sur cette thématique, hein, qui est difficile de faire le tour en une heure, vous avez donc un ouvrage, hein, chez VK, Santé et sécurité au travail en collectivité territoriale, où vous avez donc tout un chapitre sur les risques psychosociaux que l'on a mis à jour donc justement suite à la mise à jour du décret, suite à l'accord. Et vous trouverez donc tous les outils, les informations pour piloter une démarche, pour
justement se mettre à jour par rapport à cette obligation. Et vous avez également donc VK qui vous propose plusieurs formations, un cycle complet sur les risques psychosociaux, donc qui peuvent se prendre les formations soit à l'unité comme elles vous sont présentées ici, soit dans un cycle en général. Donc vous avez plusieurs formations, donc comprendre la problématique des risques psychosociaux, je crois que c'est effectivement la première des choses à faire quand on ne maîtrise pas encore complètement le sujet. Une formation sur le pilotage de la démarche de prévention des risques psychosociaux, l'intégration des RPS au document unique, comment le faire, et une dernière formation sur l'identification et l'évaluation des RPS dans les services. Voilà, donc j'en ai terminé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup Nicolas. Simplement une précision, enfin deux précisions par rapport aux solutions VK que vous venez d'évoquer. Je vous ai envoyé à tous via la fenêtre de chat les liens, alors ça fait de la littérature, les liens vers les différents produits qui ont été évoqués, à savoir la ressource documentaire santé et sécurité au travail et les différentes formations. Sachez que pour les formations évoquées par Nicolas, les prochaines sessions auront lieu en mars en 2014 et ensuite en octobre 2014. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, c'est une information qui peut être intéressante. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces produits, vous pouvez les retrouver sur le site vk.fr ou joindre notre service client au 01 53 35 17 17. Je répète, 01 53 35 17 17. Je vais donc passer aux questions-réponses puisque j'ai de nombreuses questions pour vous, Nicolas. Il y a Jenny il y a Jenny qui voudrait savoir, en tant que centre de gestion, quelles sont concrètement les actions que nous pouvons engager. Alors, concrètement, je dirais il n'y a pas forcément d'informations définies dans cet accord. Je pense que clairement, l'accompagnement des collectivités adhérentes sur la mise en place de leur démarche, c'est un élément important d'apporter justement pour les collectivités qui n'auraient pas forcément pris conscience de cet accord et de tout ça, de communiquer dessus, d'apporter les outils. Voilà, je dirais c'est comme toute action que les centres de gestion proposent. Alors après, ça dépend des centres de gestion. Vous avez ceux qui ne font que la mission d'ACFI, ceux qui apportent effectivement un soutien méthodologique sur l'évaluation des risques et toutes ces choses-là. Donc tout simplement d'intégrer les risques psychosociaux dans l'offre entre guillemets de services pour les collectivités. Et pourquoi pas donc l'information, la communication autour, et puis l'explication, les outils méthodologiques, voilà, tous ces éléments-là. Ok, alors j'ai Patrick également qui voudrait savoir, dans le cadre d'un diagnostic, quelles sont les méthodes permettant de faire le tri entre les causes personnelles et les causes professionnelles? N'y a-t-il pas des risques entre que les agents les exprimant confondent l'une avec l'autre? Comment les séparer objectivement? Comment les séparer objectivement? Déjà en sensibilisant donc les gens qui vont être interrogés et tous ceux qui vont participer à la méthode à ce que c'est que les risques psychosociaux, pour justement bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'un risque psychosocial, de quoi on parle exactement. Je vous ai présenté, je vous ai présenté en tout début, et c'est repris dans l'accord, les facteurs de risque, et il faut s'en tenir en fait à ces éléments-là. Voilà. Dans le diagnostic, voilà, on va identifier, donc c'est au sein de ces 6 facteurs de risque, est-ce que dans les services vous avez ces 6 facteurs de risque, à quel degré, à quel niveau, par quelle action, pour justement éviter de tomber dans le côté personnel qui peut rentrer en ligne de compte, mais qui ne peut pas être, être évalué. On ne peut pas s'arrêter. Enfin, c'est trop complexe et puis c'est pas le rôle de l'employeur. Donc, vous avez, je dirais, vous verrez, vous ouvrez les documents INRS, vous avez donc dans ces méthodologies des outils vraiment pour le diagnostic qui sont très bien faits et qui vous permettent de bien faire la part des choses. Comme je vous dis, à partir du moment où vous lancez cette démarche-là, les gens qui vont être, on va dire, dans le cadre effectivement d'un entretien, avant de faire un entretien, il faut expliquer ce que c'est, de bien poser le cadre. Qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux, de quoi on va parler, de quelles situations sont liées. Et donc, une fois qu'on a fait ça, avoir des outils qui évitent de partir un peu dans tous les sens, notamment donc à travers ces 6 facteurs de risque.
Ok, alors Emmanuel voudrait savoir, au-delà des actions de type diagnostic et formation, l'accord Mhm. prévoit-il des incitations à mettre en œuvre des actions de type curative, de type aide au retour au poste de travail suite à un arrêt longue durée, soutien psychologique, débriefing suite à situation de crise? Alors, l'accord n'en parle pas, tout simplement parce que ça, ce sont des mesures de prévention, hein, c'est-à-dire que suite au diagnostic et suite aux éléments que vous allez définir, eh ben, c'est ces solutions que vous allez mettre en place. Alors, celle-ci ou d'autres, c'est justement le but, hein, de l'identification, de l'évaluation des risques psychosociaux, c'est de proposer des mesures de prévention derrière qui vont permettre d'améliorer les situations, hein. Et ça, c'est, je dirais, chaque établissement va établir ses mesures de prévention spécifiques par rapport à son fonctionnement propre, par rapport à ses problématiques propres. Donc l'accord n'évoque pas ça tout simplement parce qu'il faut que ce soit adapté à votre structure. Voilà. Donc tous les éléments là qu'il a donnés, ce sont des mesures de prévention finalement. Alors après, effectivement, dans certaines de ces mesures de prévention, il faut, euh, c'est une démarche, il faut la réfléchir, etc. Il y a il y a des façons de faire, mais ce sont des mesures de prévention. Ok, merci beaucoup. J'en profite avant la question suivante pour préciser à tout le monde que par la fenêtre de chat, hein, toujours, je viens de vous envoyer un lien vers une page VK qui vous permet de télécharger l'accord qui a été signé. Voilà, donc si ça vous intéresse de lire vous-même, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, vous pouvez le télécharger sur le lien que je viens de vous envoyer. Il y a Grégory qui voudrait savoir quels sont les acteurs externes susceptibles d'assister les collectivités dans la mise en œuvre des plans de prévention. Euh, c'est via l'accord ou d'un point de vue général. Alors via l'accord, je vous ai dit, vous avez différents éléments qui sont indiqués, hein, donc l'ANACT par exemple. Après, je dirais, c'est chaque établissement doit mener son plan. Et il peut faire appel, je dirais, à qui il veut, hein. Il y a maintenant, il y a des cabinets liés, enfin voilà, qui travaillent sur ces risques psychosociaux, qui peuvent accompagner. Si justement vous ne disposez pas de ressources internes, vous pouvez vous faire accompagner par ces intervenants extérieurs. Après, on va dire en établissement un peu plus général, comme je vous ai dit, vous avez l'ANACT, hein, qui peut vous donner des outils, l'INRS plus ou moins. Voilà, c'est ce type d'accompagnement qui va y avoir au fur et à mesure. Les centres de gestion, s'ils mettent en place effectivement des outils, je pense qu'il y en a qui ont déjà mis en place ces outils-là, voilà, pour l'accompagnement externe. Ok. Vincent souhaiterait savoir s'il est préférable d'intégrer des membres du CHSCT dans le groupe de projet. C'est une bonne question. Moi enfin après tout dépend de la façon dont vous gérez les choses. Après là, ça va être une vision personnelle. Moi, je définis souvent un comité de pilotage, le groupe projet effectivement, et un groupe de travail. Ceux qui vont, on va dire, diagnostiquer, établir les éléments, etc. Oui, pourquoi pas, parce que oui, ils font partie de la démarche. Si c'est un groupe décisionnel, non. Euh, Si c'est un groupe de, voilà, de pilotage d'une démarche, ce sont on va dire les décideurs, donc ça va être plutôt élus, personnes, enfin directeurs des services techniques, DG, DRH, etc., qui vont donc définir, on va dire, les orientations. Et après, ces orientations sont soumises au CHSCT qui va donner son avis. Voilà, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Après, dans tout ce qui est, on va dire, élaboration des outils, pilote, enfin, réalisation de la démarche, etc. Là, oui, on peut, pourquoi pas, intégrer des membres du CHSCT qui vont donner, qui vont participer à tout ça. D'une part parce ils seront formés, et puis ils auront, voilà, ça permettra, on va dire, que tout le monde soit d'accord dès le début et que après il n'y ait pas de soucis, hein, après en CHSCT. Que la démarche soit partagée par tous, hein, tout simplement. Ok, alors Patrick voudrait savoir quelle méthodologie pour une bonne communication et donc un bon partage. Ça me semble peut-être un peu, un peu une question assez ouverte pour répondre en quelques Alors, minutes.
Ouais, c'est très ouvert. Je dirais, tout va dépendre de. Alors là, il n'y a pas de réponse en fait. Tout va dépendre de votre structure. Quelle est votre culture de communication dans votre établissement? Est-ce que c'est plutôt de la communication écrite, orale, des réunions, des notes? Là, il faut adapter, je dirais, l'outil de communication à votre situation. Une petite collectivité, ça peut être tout simplement, voilà, on se réunit autour d'une table, une formation. Des grandes collectivités, ça va être une information sur l'intranet, ça peut être la diffusion d'une note, d'une information, des séances, des sessions voilà, des congrès, enfin, entre guillemets des congrès. Il y a plein d'outils de communication qui doivent être adaptés à votre situation à vous. Oui, alors je vais prendre encore deux trois questions, enfin de celles que j'ai reçues. Pour les autres, j'orienterai vers le forum VK parce on commence à dépasser sur le temps. Donc il y a Grégory qui voulait savoir quelle méthodologie préconisez-vous pour la réalisation du diagnostic RPS dans les très petites collectivités de 1 à 15 agents. Alors, là, comme ça, vous répondre comme ça, je peux pas. La première chose à faire, c'est effectivement, déjà euh, moi, j'ai pas, enfin, il n'y a pas de, pour moi, la méthode, il faut étudier d'abord le contexte pour pouvoir vous dire, voilà, telle ou telle méthode va être adaptée. Il faut prendre en compte le contexte, il faut étudier les différentes méthodes. Je pense que les méthodes, de toute façon, qui sont proposées hein, via l'INRS notamment, sont des méthodes qui sont applicables partout, à modifier, bien entendu, à personnaliser, hein, mais vous pouvez vous appuyer sur ces méthodes-là. Mais avant tout, il faut que vous fassiez, on va dire, voilà, le pré-diagnostic, voilà, le contexte, dans quel contexte on est, qu'est-ce qu'on dispose comme moyen pour justement le mener à bien, est-ce qu'on va passer par le centre de gestion, parce que voilà, une collectivité de 1 à 15 agents, c'est pas forcément évident de le faire en interne, est-ce que le centre de gestion nous propose, est-ce qu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur, voilà, toutes ces questions-là, il faut se les poser avant de définir la méthode hein, de diagnostic. Ok. Bon alors dernière question, puis pour le reste, je suis désolé, hein, notamment pour Fabienne qui avait beaucoup de questions et pour tous les autres. Je les transmettrai donc sur le forum VK et puis Nicolas y répondra dans les jours à venir. Je Pas de prends la souci. dernière question de Laurent. Des collectivités sont-elles déjà bien avancées à la matière? Oui, vous avez plusieurs collectivités qui ont mis en place hein, des choses. Vous avez notamment la mairie, je vais citer ceux que je connais, hein, la mairie de Paris qui a déjà établi un protocole interne hein, là-dessus. Vous avez différentes expériences. Alors ça, moi je vous conseille d'aller fureter sur des sites comme la Gazette des communes ou des choses comme ça où vous avez des articles hein, sur les différentes structures qui ont déjà mis en place des choses. On commence à avoir des retours d'expérience sur la mise en place de ces risques psychosociaux, sur la mise en place des plans de prévention, pardon. Oui, il y en a quelques-unes, plutôt des grandes collectivités, mais voilà, vous pouvez trouver, je dirais, l'information assez facilement. Ok, merci beaucoup Nicolas. Du coup, on va Merci à vous. s'arrêter là. Merci à tous pour votre attention. Vous étiez nombreux aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Donc dernière précision. Donc comme je le disais, hein, je le répète, les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse, c'est celles qui vous viendraient à l'esprit suite à la conférence. Vous pourrez les poser ou retrouver les réponses sur le forum VK. Donc vk.fr/forum/. Euh, et je voulais, ah oui, on a une page dédiée donc sur le site internet de VK dont je vais vous envoyer par la fenêtre de chat le lien, qui traite des risques psychosociaux. Vous trouverez là notamment un livre blanc à télécharger sur le sujet. Et puis très prochainement l'enregistrement donc de la conférence qui vous sera de toute façon envoyée par mail, et également l'enregistrement du petit déjeuner débat qu'on avait organisé la semaine dernière. Donc vous pourrez trouver la vidéo qui reprend pas l'intégralité, mais les moments les plus importants de ce rendez-vous si vous l'avez raté la semaine dernière. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore à tous, très bon appétit et puis à bientôt donc pour une nouvelle conférence en ligne. Voilà. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.